Quand tu vas par exemple en Arabie Saoudite, j'étais au Lead Forum en février. C'est un peu comme si tu allais au Web Summit. Et donc tu as tous les entrepreneurs de la région, hein, c'est très très large. Mais localement, en Arabie Saoudite, il n'y a presque pas de tissu de PME, PMI tech. Ils sont en train de le créer. Ouais. Ils sont en train de le créer. C'est hyper excitant pour toi. C'est extraordinaire. Parce que tu as l'impression d'être retour en arrière il y a 30 ans. Quoi. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, ils aspirent tous les talents de la région. Ils sont prêts à faire des conditions extraordinaires, mirobolantes, mirifiques, pour que les PhD, les ingénieurs, les data scientists viennent s'installer. Mais donc, tout se crée. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir à nouveau sur FinScale avec Jean-David Bénichou, qui est un entrepreneur multirécidiviste qui a fondé 15 boîtes, qui va nous parler de son expérience et particulièrement d'Abracid. Donc bienvenue Jean-David, je suis ravie de t'avoir sur FinScale. Bonjour Solène, merci de ton invitation, c'est un plaisir partagé. Tu es aussi podcasteur. Un petit peu. Comment s'appelle ton podcast? Alors, il a changé. Il s'appelle Dialogue Marchand, mais il change de nom pour s'appeler Drôle de zèbre. Ok, la raison pour laquelle je t'ai fait venir ici, c'est déjà pour avoir un petit retour d'expérience sur, peut-être pas les 15, mais les grandes expériences clés de ta carrière et que tu reviennes sur certaines particulièrement qui t'ont marqué et ce qui t'a amené à commencer à réfléchir à la région MENA et l'intérêt que tu y vois. Mais est-ce qu'on peut peut-être passer 5 minutes sur ton passé avec plaisir. Comme entrepreneur? Alors, il y a une dissociation parce que mon parcours entrepreneurial et la région MENA sont disjoints, l'un vient après l'autre. Ouais. Et donc, mon parcours entrepreneurial, c'est effectivement 15 sociétés en un peu plus de 32 ans d'entrepreneuriat. Je t'en parlais de 3, particulièrement la première qui s'appelait Imedia, qui est devenue le leader en Europe des services de diffusion de messages par fax, email, SMS et téléphone, d'entreprise que j'ai créée en 92, que j'ai vendue en 2004, j'avais 36 ans, ça a été mon premier exit. Suite à cela, j'ai créé une autre entreprise qui s'appelle Via Dialogue, dont je suis toujours le dirigeant aujourd'hui, qui fait des plateformes pour gérer les dialogues et les interactions clients. Autant te dire que l'IA est au cœur de nos savoir-faire, puisque nos clients nous demandent d'hybrider leurs agents avec des agents virtuels. J'ai une autre société qui s'appelle Artinity, qui est un pionnier mondial, qui fait des IA posthumes de grands maîtres. Donc on utilise de la technologie en posant la question de dire si tel grand maître vivait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait ? Mais c'est des idées que tu as eues ou c'est des entrepreneurs qui sont venus te voir et tu t'es dit tiens on va faire un truc ensemble? Alors écoute, comme tu l'as compris, je suis entrepreneur récidiviste, je suis également business angel récidiviste puisque j'ai investi au capital d'un peu plus de 120 sociétés en un peu moins de 12 ans à partir de 2012. Avec pas mal d'ailleurs de mes anciens invités. Exactement. Qui se reconnaîtront. Exactement. D'ailleurs on peut passer le bonjour à Bobby puisque Bobby, tout à fait. Il nous a mis en relation. Et puis je peux te parler d'Abracid, qui est la dernière... le dernier né, qui est un fonds. Donc c'est la première fois que je crée un fonds. Et donc là, particulièrement, ça concerne la région MENA. Alors justement, qu'est-ce qui t'a poussé? Alors moi, j'ai quelques idées, parce qu'on en avait parlé la dernière fois qu'on avait discuté de ça. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à t'intéresser? Quelle est l'attractivité de cette région pour toi? Alors d'abord, il faut que je fasse un petit détour, une petite boucle. Mes parents sont d'Algérie. Ma mère était d'Oran et mon père est de Colombéchar. Mes grands-parents sont du Maroc. Donc moi, j'ai d'abord entendu parler l'arabe par mes grands-parents à la maison. Tu le parles? Non. Ma femme le parle. Ma femme est née au Maroc. Je suis en train de l'apprendre, donc tu vois, il n'est jamais trop tard. Ma femme est née au Maroc, elle a grandi au Maroc, elle parle l'arabe couramment. Et puis, j'ai une carrière d'entrepreneur, on va dire, Europe de l'Ouest, Amérique du Nord. Voilà. Et puis, après avoir vendu ma première boîte, donc Imedia, donc j'avais 36 ans, on a acheté une maison en Israël et donc j'ai commencé à aller beaucoup en Israël. Depuis, nous sommes devenus avec mon épouse franco-israélien. Et en allant en Israël, j'ai vraiment découvert la région, MENA, paradoxalement. Et donc, une région qui est fascinante. Et voilà, donc depuis, j'ai beaucoup voyagé dans les pays environnants. J'étais par exemple encore à Riyad au début de l'année. Et je pense que nous avons là-bas, ce que nous avons connu en Europe dans les années 2010, 2025, c'est-à-dire un énorme boom, énormément d'opportunités. Et donc, c'est flagrant là-bas. D'où l'idée de créer un fonds pour investir très tôt, en pré-seed seed, dans des boîtes de tech, dans cette région. À quoi ressemble l'écosystème tech là-bas? Et quand tu parles de cette région-là, à quel
hub tu te réfères particulièrement? Alors d'abord, c'est une région très grande, parce que techniquement, elle va de l'Atlantique, Maroc, jusqu'aux rives de la mer Noire. C'est à peu près 20-22 pays selon le décompte, un peu moins d'un demi-milliard de personnes, 485 millions. C'est un quart du PIB européen. Donc, tu vois, presque la même population, un quart du PIB, et plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Ah, c'est dingue. C'est colossal. Ouais. Dans cette région-là, on s'intéresse à 8 pays en particulier pour des raisons de stabilité politique. Donc, on regarde des dossiers au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Alors, évidemment, c'est des pays où la stabilité politique n'est pas la même que celle qu'on connaît en Europe de l'Ouest, mais quand même. On regarde l'Égypte, évidemment Israël, la Turquie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Ce sont les 8 zones sur lesquelles nous investissons. Et est-ce que ces zones fonctionnent ensemble ou c'est vraiment par cluster et vraiment par silo? Alors, elles sont isolées les unes des autres, elles ont leur propre temporalité, elles ont leurs propres besoins, elles ont leur propre culture, mais elles forment un ensemble qui a des dénominateurs communs, donc sa démographie, et puis également le fait que c'est une zone qui transitionne, qui passe d'une économie à base de ressources naturelles à une économie à base de matières grises. Et donc ça, on l'a vu dans d'autres pays, avec cet îlot d'Israël au milieu qui donne l'exemple, qui montre comment ça se passe. Qui est bien plus mature que les autres écosystèmes. Surtout qui a été privé de ressources naturelles. Donc, quand on n'a pas de pétrole, il faut avoir des idées. Donc, ils ont cultivé la matière grise depuis la fondation de l'État. Et donc, a considérablement investi dans la science, dans les technologies. Et donc, aujourd'hui, est un des plus grands exportateurs de technologies au monde. Ouais. Et on voit bien que tout autour, tous ces pays ont des visions très ambitieuses et veulent faire transitionner et également évoluer leur culture. Par exemple, en Arabie Saoudite, l'intégration des femmes dans le monde professionnel, puisque c'est quand même la moitié de la population, et qu'on ne réussit pas si les femmes, qui sont des sources de talent extraordinaires, ne participent pas au développement économique des pays. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de collaborations? Alors, j'avais fait un épisode avec Isabelle Amiel-Azoulay, que tu dois bien connaître. Et vraiment sur l'écosystème israélien. Et c'était avant qu'elle rejoigne Siena. Donc, c'était quand elle était à la maison. Est-ce qu'il y a beaucoup de collaboration entre l'écosystème israélien et, par exemple, l'Égypte? Et si oui, de quelle manière ils collaborent? Alors, pas encore. Mais bientôt, Inch'Allah. On parle de paix froide, donc c'est essentiellement une collaboration sécuritaire et militaire. D'accord. Très peu d'échanges économiques. Tristement, il y a eu un entrepreneur israélien qui a été assassiné en Égypte, là où il vivait, après les événements du 7 octobre. Donc il y a très peu d'échanges économiques, en tout cas pas du tout à l'échelle de ce que ça pourrait être. Israël a beaucoup développé ses relations économiques avec le Maroc, considérablement avec les Émirats arabes unis. On a toujours eu des relations importantes avec la Turquie, évidemment avec la Jordanie, mais le potentiel est peut-être 10 à 15 fois supérieur à ce qui existe aujourd'hui. Je m'insère une petite minute dans cette conversation pour vous remercier d'être à mes côtés depuis presque 5 ans. Cette émission alimente de mon côté toutes les réflexions autour des projets que j'accompagne, que ce soit avec des entrepreneurs ou des investisseurs en France, au Luxembourg ou en Europe tout simplement. Si vous souhaitez échanger sur les enjeux de transformation dans l'investissement, la création ou le développement de véhicules ou d'entreprises d'investissement, mais aussi tout simplement des aspects opérationnels, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Profitez bien de cet épisode. Alors, dans les différentes verticales qu'on peut imaginer, est-ce que tu peux en citer quelques-unes qui te marquent? Est-ce que c'est très différent des écosystèmes qu'on a en Allemagne, en France? Alors, écoute, c'est très simple. Genre cyber, est-ce que la cyber... Parce que je sais qu'en Israël, la cybersécurité, justement parce que l'armée investit vachement, est hyper développée, la fintech aussi, il y en a d'autres peut-être qui sont moins développées. Donc, qu'est-ce qu'il en est dans toute la région? Alors, je ne sais pas si c'est facile, c'est assez hétérogène. Non, je t'en prie. Donc, si l'armée investit énormément en cybersécurité en Israël, c'est parce que la menace est constante. Israël est un pays qui est en état de guerre depuis sa fondation, et donc Israël a besoin d'être extrêmement innovant pour se protéger et pour acquérir de l'intelligence sur ses ennemis. Raison pour laquelle il y a un pôle de cybersécurité qui est aussi développé. Alors c'est le cas pour certains pays environnants, mais moins. Les États-Unis fournissent énormément de technologies à des pays avec lesquels ils ont des relations très proches, l'Égypte et la Jordanie par exemple. Si tu veux, les domaines qui se développent beaucoup en dehors d'Israël, c'est tout ce qui touche l'agriculture, donc tout ce qui est agritech. Dans l'agritech, le sous-segment de l'agriculture cellulaire. Comment est-ce qu'on fait des protéines à partir d'une cellule souche sans passer par la bête. Tout ce qui est le traitement de l'eau. Tout ce qui est... Cleantech, donc. Voilà. Tout ce qui est comment faire fleurir le désert.
Donc toute l'ingénierie génétique qui permet d'avoir des graines qui soient résistantes et qui soient capables de pousser dans des conditions de très grande aridité. Ouais. Tout ce qui touche le bâtiment, la construction, tout ce qui touche la fintech. J'allais te dire, ouais. Les Émirats Arabes Unis sont devenus... Dubaï est devenu un hub fintech, alors que ce soit de la finance décentralisée, des FI, du Web3, des NFT, des blockchains ou de la finance centralisée. Ouais. Voilà, donc il y a des clusters. Ok. Alors, je m'étais quand même pas mal intéressée. J'avais failli partir en Israël au moment où il y a eu le lockdown. Tu parles du Covid, donc? Oui, pardon, du Covid, ouais. J'étais très frustrée de ne pas avoir fait ce voyage et donc j'avais demandé à Isabelle justement de me faire des intros et j'ai fait ma petite enquête. J'avais rédigé un article sur le tech écosystème dans cette région-là et je m'étais rendu compte qu'il y avait vachement, alors je parle plutôt pour Israël, d'investisseurs américains qui investissaient dans ces écosystèmes-là. Il y avait Andreessen Horowitz, Sequoia. De mémoire, certains avaient carrément ouvert des bureaux, alors du coup à Tel Aviv, et des fonds asiatiques, et finalement peu de fonds européens. Est-ce que tu peux confirmer que c'est toujours le cas, où il commence à y avoir un flux de fonds européens, d'investisseurs européens dans cette région-là? Alors, tu as le niveau du fonds et tu as le niveau des LP. Ouais. Donc, tu as beaucoup de LP européens qui ont investi en Israël directement, dans des fonds israéliens. Hein. Ouais. Tu as beaucoup de fonds européens qui sont venus, mais qui ont investi dans des fonds israéliens. Donc, c'est des fonds de fonds. Ouais. C'est un écosystème... Comme le FEI, d'ailleurs. Voilà. Ouais. C'est un écosystème extrêmement dense, extrêmement dynamique. Israël capte 80% des investissements dans la région. En ayant 10 millions d'habitants. Juste pour te donner un ordre de grandeur, Israël et l'Iran, c'est le même PIB et il y a 10 fois plus d'habitants en Iran. Ouais. D'accord ? Donc, c'est un pays qui a un revenu par habitant qui est... très correct. Qui est supérieur à la moyenne de ceux de l'OCDE. Et donc, il y a énormément de capitaux qui sont investis depuis l'étranger. Mais tu aurais pu citer la Chine, tu aurais pu citer Temasek, tu aurais pu citer la Russie. Il y a eu beaucoup d'investisseurs russes qui sont venus en Israël et également une grande partie de l'Amérique du Sud. Donc ça a attiré des capitaux du monde entier et ça continuera de le faire à l'avenir. Ouais, et tous les Émirats, etc., sont des gros investisseurs ou pas trop? Donc tu as surtout des fonds souverains. Ouais. Hein, tu as beaucoup de familles très riches, mais tu as des fonds souverains qui ont des trilliards sous gestion. Jared Kushner, qui a beaucoup participé à la réalisation des accords d'Abraham, a monté un énorme fonds qui s'appelle le fonds Alliance, donc dans lequel ces fonds ont investi. Donc ils ont fait des opérations en Israël, mais on voit que l'appétit est très important et réciproquement. Au sein d'Abracid, on a vu des Israéliens investir dans des technologies aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite. Donc ce sont des flux qui commencent à devenir bilatéraux et qui viennent témoigner du fait que, je veux dire, c'est une région qui a un potentiel colossal. Et est-ce qu'il y a des incentives des gouvernements locaux? Est-ce qu'il y a un intérêt de la part des gouvernements pour créer... Alors, je sais que c'est assez unique, des structures comme la BPI. C'est un peu naïf, hein, je ne connais pas du tout, mais est-ce que tu sens qu'il y a déjà un peu cet intérêt pour l'écosystème qui est vraiment hyper bourgeonnant? Et si tu me dis que c'est le cas, ça ressemble plus ou moins à ce qu'on a connu en France ou en Allemagne il y a une 10-15 d'années, est-ce que tu constates du coup qu'il y a je dirais, des discussions qui peuvent commencer entre les pouvoirs publics. Je vais faire un clin d'œil, d'accord ? Donc, je suis visiting teacher à Dauphine depuis plus de 5 ans. Ouais. Donc là-bas, j'enseigne l'entrepreneuriat et la finance décentralisée. Puis, je suis devenu également visiting teacher dans une école qui s'appelle Igora, qui est une école de sciences politiques qui s'est lancée il y a 1 an. Et donc, je passe le bonjour à Andrea Grégory. Et là-bas, je fais une intervention sur les politiques publiques des pays de la région MENA pour stimuler leur Startup Nation. Bah, tu vas nous faire un petit résumé. Ça fait un peu long. Non, mais en quelques mots, quel genre d'initiatives tu vois et qui émergent et qui sont efficaces? Donc, il y a ce qu'on peut dire de manière synthétique et puis il y a ce qu'on peut dire de manière insider. De manière insider, Israël Startup Nation, ça doit beaucoup à l'arrivée massive des ingénieurs russes dans les années 90. Ouais. Donc là, il y a eu un influx de 1,3 million de personnes, donc beaucoup de gens qui étaient formés à des sciences dures et qui sont venus la plupart du temps des CTO, des grosses boîtes qu'on a rencontrées. Puis évidemment, tu as tout l'appareil militaro-industriel, on parlait de la cybersécurité, et donc l'État a financé plein de jeunes pousses parce que c'était des secteurs importants. Donc la somme des deux
ça a été l'engrais de départ sur lesquels sont venues les politiques publiques et qui ont vachement boosté ça. Donc on voit aujourd'hui dans tous ces pays-là, ils ont tous des visions 2030, 2035, que ce soit aux Émirats Arabes Unis, que ce soit au Maroc, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit en Égypte, en Jordanie, pour doper leur économie à base de tissu entrepreneurial dans les métiers de la tech principalement ou dans les métiers de la fintech, mais avec des entrepreneurs qui vont développer des services, des technologies ou des savoir-faire à forte valeur ajoutée. Et est-ce que tu vois des freins particuliers? Parce que comme c'est un écosystème qui grandit, tout n'est peut-être pas prêt. Je pense par exemple à l'attractivité des talents. Est-ce qu'il y a suffisamment de ressources humaines sur place? Est-ce qu'il y a d'autres freins qui font que ça ne va pas suffisamment vite? Ah oui, mais je n'aurais pas cité cela, parce que quand tu fais de la tech, tu vois, ça fait modestement 34 ans que je fais de la tech. J'ai des équipes qui travaillent en Algérie, et en fait Slack, c'est notre siège. Et donc en fait, quand tu fais de la tech, tu vas prendre le talent là où il se trouve. Tu n'as pas besoin que ce soit juste à côté de toi. Donc je pense que ce sont des problèmes d'environnement réglementaire. Ah oui, j'allais y venir. Désolée, il y en a toujours un peu dans mes épisodes. Donc, c'est d'abord ça. Ce sont des problèmes de densité. Est-ce qu'il existe un écosystème où il y a des business angels? Par exemple, tu vas au Maroc, il y a une très faible tissu de business angels. Parce que finalement, il y a une espèce de défiance. Le primo-entrepreneur ou le start-upper est vécu comme étant pas très fiable. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de recevoir Ilan Benaïm. Ilan vient de monter un truc qui s'appelle M-Founder, donc où il regroupe des business angels pour financer des boîtes de technologie au Maroc. Intéressant. D'accord. Je veux bien l'avoir. Voilà, je vais te mettre en relation. C'est intéressant. J'ai fait un épisode avec la Banque européenne d'investissement qui, via le fonds de fonds investi en venture en Afrique. Et justement, j'étais très intéressée de savoir ce qu'ils allaient rechercher. Et notamment, ils co-investissent avec des startup studios en Afrique. Exactement. Mais là, tu es quand même sur un niveau qui est un petit peu plus élevé. Tu parles d'investisseurs institutionnels qui ont des mandats, qui gèrent de l'argent public ou de l'argent de family office. Donc, je suis à un niveau un petit peu plus bas. Je suis au niveau des entrepreneurs qui sont même des business angels, donc dans lequel c'est plutôt des club deals ou c'est plutôt des petits fonds d'amorçage. Et donc, c'est ce qui manque cruellement dans ces pays-là aujourd'hui. Il y a énormément d'argent dans les fonds souverains, il y a énormément de familles avec d'énormes moyens, mais on voit peu le tissu des entrepreneurs, business angels, qui sont prêts à amorcer des primo-entrepreneurs. Oui, tout à fait. Et le fait que, par exemple, j'avais fait un épisode avec Philippe Colombel pour parler de Partech en Afrique, et puis également Elisabeth Moreno pour parler de Ringa Africa. Est-ce que, justement, le fait que ces fonds-là arrivent et commencent à s'installer vraiment localement et dédient des équipes en local va également accélérer ce phénomène de transformation des écosystèmes? Absolument. De toute façon, à partir du moment où un écosystème se crée avec, au plus bas, des entrepreneurs qui prennent des risques, des business angels pour les accompagner, des fonds d'amorçage et puis des fonds pour faire du prêt à du B, du C, du D, c'est là où tu as toute la chaîne de valeur qui se crée et qui permet de construire des startup nations, des écosystèmes qui sont denses. Et on assiste à cela. C'est pour ça que c'est fascinant, cette région est fascinante parce que c'est en train de se mettre en place. Et donc, il y a énormément d'opportunités. Je suis LP à titre personnel du fonds Elaya. Xavier Lazarus nous a réunis il y a un mois pour sa réunion annuelle. Et il a projeté une slide qui était assez étonnante. 1 euro sur 2 d'exit en Europe vient de fonds de private equity. C'est quand même un signal très intéressant à analyser. Ce qui veut dire que l'exit aujourd'hui, c'est un play financier d'acteurs qui vont faire du LBO. Parce que ce sont eux qui sont capables d'offrir les valorisations les plus élevées. Mais quand tu vas en région ménage SCC, c'est absolument pas ça. Ah bah non, j'imagine. Donc les gens qui achètent, ce sont des entreprises internationales qui achètent une boîte locale pour se développer, ce sont des boîtes entre elles qui se regroupent. Et donc en fait, on est plus proche du M&A traditionnel qui est témoin d'une économie industrielle, d'une économie d'entrepreneurs. En Europe, on est dans une économie de financiers. Oui, exactement. Oui, c'est vraiment ça. Ok, donc merci beaucoup. C'est super sympa d'avoir fait ce gros zoom. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse d'Abracide et la petite équipe que tu as mise en place, les différentes ressources justement, parce que c'est très très large. Vous avez envie d'avoir ce global reach, mais en même temps vous focalisez sur la région MENA. Donc comment est-ce que tout ça est mis en musique ? Alors, c'est très simple. D'abord, donc, c'est 8 pays. Et on a d'abord mis en place une méthode pour collecter des dettes
des decks. Et donc, on a passé plein d'accords avec des incubateurs locaux, des accélérateurs. Donc, comme je t'ai dit, j'enseigne à Dauphine. J'avais dans une de mes promos un jeune talent, un franco-iranien, qui s'appelle Sam Sadroleslami. Et donc, j'ai proposé à Sam de venir faire son stage de fin de master, ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, son mémoire de master portait sur la région. Et puis, ensemble, on a commencé à mettre les fondations de Abracid. On est parti dans 2 directions complémentaires. Un fonds, donc un fonds EVK, basé en Europe. Et d'ailleurs, on est en train d'évoluer parce que la région nous demande d'avoir des véhicules d'investissement qui soient locaux. Et une plateforme de business angel. Alors, je suis aussi dans une autre plateforme que tu connais peut-être qui s'appelle Side Capital, qui a été créée par Renaud Guilherme. Je ne sais pas si tu l'as rencontré. Non, pas encore. Voilà, donc autre invité. Autre invité potentiel. Renaud est très talentueux. Très preneuse. Voilà, et il a quand même fédéré un bon millier d'entrepreneurs business angel en France, donc c'est assez dynamique. Ouais. Et donc, avec cette double approche, fonds et club deal, c'est comme ça qu'on essaye d'avoir les moyens pour pouvoir investir dans 100 boîtes à raison de 300 à 500 cas, c'est-à-dire entre 30 et 50 millions. Et l'EVK, vous êtes passé par une plateforme où vous avez développé ? Alors, un autre clin d'œil à Evan, puisque c'est Roundtable. Voilà. Ouais. Salut Evan. Salut Evan. Ok, donc vous allez devoir créer ce fonds-là localement. Justement, comment ça ressemble à quoi, le type de véhicule qu'on met en place dans cette région-là ? Écoute, quand c'est tu assez es standard ? À Dubaï, tu es à Londres. D'accord. Okay. Donc c'est exactement le référentiel de l'Angleterre. Donc c'est extrêmement facile à faire. C'est des gens très habiles, très agiles, qui comprennent que le business, ça doit aller vite avec peu de friction. Donc c'est plus simple de créer un fonds là-bas qu'en Europe. Étonnant. Voilà. Alors, comment est-ce que, parce que malgré tout, même si c'est un écosystème qui est bourgeonnant et naissant, il faut quand même séduire ces entrepreneurs. Donc, quelles sont les techniques que vous mettez en place pour vous faire connaître de cet écosystème qui est en fait gigant, de ces 7 écosystèmes-là ? Alors, je risque de te décevoir, on n'a pas besoin de faire rien de ça. Ah bon ? Il suffit juste de dire qu'on investit en Pre-Seed Seed. Ok. Parce qu'il y a aujourd'hui, il y a un énorme trou dans la raquette et il n'y a pas d'interlocuteur. Ok. Puisque, comme je te le dis, il y a très peu de business angels. N'oublie pas que quand tu vas, par exemple, en Arabie Saoudite, j'étais au Lead Forum en février. Ouais. Donc, c'est un peu comme si tu allais... au Web Summit et donc tu as tous les entrepreneurs de la région, c'est très très large, mais localement en Arabie Saoudite il n'y a presque pas de tissu de PME PMI tech, ils sont en train de le créer. D'accord ? Ouais. Ils sont en train de le créer. C'est hyper excitant pour toi. C'est extraordinaire. Parce que tu as l'impression d'être retour en arrière il y a 30 ans. Quoi. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, ils aspirent tous les talents de la région. Ils sont prêts à faire des conditions extraordinaires, mirobolantes, mirifiques, pour que les PhD, les ingénieurs, les data scientists viennent s'installer. Mais donc, tout se crée. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On met en avant notre légitimité. C'est-à-dire, voilà, c'est monté par un entrepreneur qui a fait 15 boîtes dans la tech avec des exits, donc pas quelques jalons de succès que l'on peut voir, même si je suis beaucoup plus fier à titre personnel de mes échecs, parce qu'au moins de mes échecs j'ai appris. Le succès, tu n'apprends jamais vraiment. On est d'accord. Voilà. Le succès, il y a une part de magie. Et des 120 investissements que j'ai fait. Donc en fait, quand tu parles entre entrepreneurs, et donc on fait toujours nos calls en ligne, c'est enregistré, c'est instantané, parce que les gens parlent tout de suite le langage de leur projet avec quelqu'un qui comprend le code de leur projet et voir le code tout court de leur tech. Et puis, ça va très vite. Comme on prend des jeunes pousses en phase de seed, pré-seed, il y a très peu de due deal. Et même les due deals, on peut les faire à distance parce que c'est la propriété intellectuelle. Et donc, ça va très, très vite. Donc, on n'a pas besoin d'aller les séduire. Quelle chance. Génial. On n'a pas besoin d'aller les séduire. Par contre, c'est loin. Par contre, c'est culturellement différent. Par contre, ça... Voilà, et puis, je pense que le taux d'échec va être plus élevé là-bas. Tu vois, par exemple, sur mes activités de Business Angel, j'ai fait à peu près 40% par an. Sur 12 ans. Incroyable. Mais d'autres ont fait beaucoup plus. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà, mais d'autres ont fait beaucoup plus. Et là-bas, je pense que si on fait la moitié, c'est bien. Parce que je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de toll. Clairement. Alors, les investisseurs qui sont derrière, les LPs ou les business angels, ils viennent d'où ? Ils viennent de partout. Ok. D'abord, c'est mon réseau perso, d'amis, de camarades. Et comme j'ai beaucoup investi, j'en ai plein. Ouais. Ensuite, on nous présente des tas de gens dans la région. Et puis, il y a 2 dimensions chez Abracid. Il y a une dimension profit. On finance l'écosystème et donc on est au début et on accompagne. Puis, il y a une dimension purpose.
Il ne faut pas oublier que c'est une région qui J'allais y venir. Voilà. Oh, d'accord. J'étais sûre qu'on allait y venir. Donc il y a une dimension purpose qui est très importante. On est là. Un peu cette dimension. Bah écoute, c'est le monde du monothéisme. C'est 3 foi qui descendent d'un même prophète, puisque Abraham est à l'origine. Donc c'est la partie Abra de Abracide. Ouais. Je m'en doutais. Voilà. Et d'ailleurs, Abra en araméen veut dire j'ai fait. Il y a une phrase que tu connais qui s'appelle Abra Kedabera. Exact. Voilà, donc j'ai fait comme j'ai parlé. C'est une région dans laquelle il y a encore beaucoup de disputes. On a l'impression que c'est une espèce de dispute d'héritage qui s'est jamais soldée avec les cousins, les petits cousins, exactement. qui se disputent. C'est une région qui aujourd'hui est très majoritairement musulmane, puisque c'est plus de 97-98%. Ouais. Il reste, il y a 7 millions de juifs sur 485 millions de personnes, et puis il y a encore quelques chrétiens, une dizaine de millions de chrétiens d'Orient. Et cette région, c'est la région de naissance du commerce. C'est de là que c'est parti. Les entrepreneurs sémites sont des entrepreneurs incroyables. Un jour, quelqu'un m'a dit c'est normal parce que c'est hard-coded, c'est dans l'ADN. Surtout chez les Iraniens. Les Iraniens sont absolument incroyables, mais les Arméniens, les Égyptiens, les Libanais, les Syriens, les Israéliens, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, tout le monde. Ouais. Tu vois, on a ça en partage. Et donc la dimension purpose, c'est l'investissement mosaïque. C'est de dire, écoutez, peu importe si les pays se parlent pas, les entrepreneurs sont des ambassadeurs naturels de bonne volonté. Les entrepreneurs créent la valeur et la partagent. Et donc, voilà, mettons-nous à l'ouvrage, faisons du business ensemble. De toute façon, la transition climatique, ça n'a pas de religion, ça n'a pas de frontières. Les problèmes sont les mêmes pour nous tous, quelle que soit la couleur de la peau, l'origine, le nom ou la direction de nos prières. Donc, au moins pour cette partie-là, on s'assoit ensemble. Voyons si on peut être plus intelligent ensemble que seul. Et donc, build together, build better. C'est un peu la motto de ce qu'on fait. Top. Génial. Vous avez levé combien pour le premier VK ? C'est 50 millions. Ouais. On n'est pas encore aux 50 millions, mais on va y arriver. Et puis, on va prendre également pas mal de business angels sur une plateforme de Club Deal pour compléter. Donc, je pense qu'on fera 30 et 20 à la fin. Top. Sachant que le VK est distribuable partout en Europe, est un outil qui est conçu justement pour les Européens. Exactement. Je le précise parce que les gens ne connaissent pas. Non, exactement. Et c'est marrant parce que on en avait parlé pas mal avec Evan, parce que je les suis depuis qu'ils sont nés, en fait. Enfin, depuis que Roundtable est né, et c'est vrai que c'était pour moi logique qu'ils partent sur ce setup pour permettre aux investisseurs d'utiliser le fonds en fait plus que le SPV. Oui, bon. C'est super. Moi, je suis très content d'avoir cette relation avec Roundtable et Evan. D'ailleurs, un de ses cofondateurs était le directeur technique d'une boîte dans laquelle j'avais investi. Donc, c'est marrant parce que le monde est petit. Mais tu avais Vauban qui a été racheté par Carta, qui faisait un truc un peu pareil au début. Donc, voilà. Écoute, l'Europe, c'est une zone économique extrêmement mature, dans laquelle on a des réglementations qui sont là pour protéger les investisseurs. D'aucuns disent qu'il y a un excès de réglementation. Je ne sais pas quelle est ton opinion. Écoute, j'ai donné cours ce matin et j'ai dû m'excuser auprès de mes étudiants parce que c'est un cours sur la finance, sur la DeFi, sur la FinTech, etc. Et je leur ai dit, écoutez, je suis désolée, on parle d'Europe. Il faut qu'on parle de réglementation. Et je voyais leur tête. Oh. C'est pas hyper heureux. Mais bon, ça fait partie du game. Oui, et puis c'est surtout, comment dire, c'est peut-être une des marques du niveau d'avancement. Ouais. Donc l'Europe a peut-être, comment dire, ce confort de pouvoir émettre autant de réglementations. Ouais, après, quand tu regardes, moi j'ai été feuilleter la littérature de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Franchement, c'était pas très léger non plus. Hein. Mais prenons un contre-exemple. D'abord, par exemple, Donald Trump vient d'être élu. D'accord ? Donc, il a créé un ministère qu'il a confié à 2 entrepreneurs, donc Elon Musk et Maverick, je ne me souviens plus de son nom, excuse-moi. Et donc, qui s'appelle le DOGE, le Department of Government Efficiency, je crois. Et donc, là-bas, il s'agit de faire quoi ? Il s'agit d'alléger les réglementations. Ouais, mais
D'accord ? Et on voit bien, et prend la Chine... Et l'administration. Voilà, et l'administration. Mais les réglementations. Donc on voit bien que l'Europe, à un moment, risque de se retrouver prisonnière de ces réglementations. Il faut de la réglementation, mais l'excès en tout nuit. Mais l'Europe est consciente. Et moi, pour être proche des communautés au Luxembourg, il y a une prise de conscience en ce moment. Il y a eu des rapports qui sont sortis, mais c'est extrêmement dur de rétro-pédaler. C'est-à-dire qu'ils essayent, mais c'est compliqué. Tu connais bien Luxembourg. Oui. Le fonds de commerce du Luxembourg, c'est la réglementation. Aussi. Voilà. Mais pas que. Enlève la réglementation, tu fais disparaître une partie importante du PIB du Luxembourg. Parfait. On va pas terminer sur la réglementation. Non. J'avais envie que tu nous recommandes un livre, parce que comme je te disais, j'adore la lecture. Je suis à un rythme assez effréné, donc qu'est-ce que tu as envie de nous recommander ? Alors, un bouquin d'Olivier Guest qui s'appelle Mésopotamia. D'accord, qui raconte justement ce qui se passe quand les grandes puissances européennes, là en l'occurrence la France et l'Angleterre, donc à l'origine Sykes-Picot, les accords de partage de l'Empire ottoman, se mêlent de la création de toute pièce d'un État qui est l'Irak. Et c'est absolument fascinant, donc je suis passionné de littérature. J'arrive à lire un livre par semaine, donc c'est vraiment une passion dévorante pour moi. Je lis beaucoup Amin Maalouf, qui est un homme qui m'inspire considérablement. J'ai jamais lu encore. Écoute, Le naufrage des civilisations, Le labyrinthe des égarés, Les identités meurtrières, Les échelles du Levant, Mani. Donc tu nous recommandes tous ces livres. Ouais, vraiment, sans aucune hésitation. Il est le secrétaire perpétuel de l'Académie française. C'est un homme absolument incroyable. Que tu connais ? Écoute, je lui ai écrit récemment pour l'inviter. Alors, à côté d'Abracide, on a une NGO qui s'appelle, une not for profit qui s'appelle Abramundi, qui est un média dans lequel on ne fait que la publication de ce qui est positif en région MENA. Donc on est un peu orthogonal à l'actualité. Et je l'ai invité parce qu'on a un événement qui est prévu et je voulais qu'il soit notre invité d'honneur. Mais il n'était pas disponible à cette date. Bon, écoute, c'était top. On a tenu dans le timing. Merci beaucoup d'être venu sur FinScale. C'était une joie. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.